Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer, dans les studios de Canal Sud 92.2. Une émission mensuelle portée par l'association Tilt, basée à Toulouse, pour parler culture et parler queer. Pendant 1h30, cette émission sera l'occasion de décortiquer l'actualité, questionner nos préjugés et aborder des sujets épineux, souvent laissés de côté. On y parlera d'initiatives locales et de militantisme, de violences conjugales, de racisme systémique et de privilèges blancs, de ripostes féministes et de justice restaurative, d'intégration et de call-out dans les milieux queer, de violence et d'autodéfense médicale, de tous les sujets qui nous hérissent le poil ou qui nous font vibrer. Une émission située sous le prisme féministe et queer. Un espace pour donner la parole aux personnes concernées et aux professionnels travaillant dans ces domaines. En bref, de l'actualité, des tabous, de l'humour, des invités, des chroniques et de la musique, animée avec douceur, radicalité et ressources. L'émission d'aujourd'hui est dédiée aux journées du soin communautaire et à la journée du souvenir trans, TIDOR en anglais, portée par différentes associations et collectifs de Toulouse. Nous accueillons l'association Clarté avec Pio et Poppy et Thaïs et Jules de l'association EM2T, Espace Mineur Trans Toulouse. Dans cette émission, nous aborderons des sujets qui concernent les personnes trans, c'est-à-dire des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Et lorsque nous parlerons de personnes cis, il s'agira de personnes se reconnaissant dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Avant de commencer notre émission, nous tenons à vous avertir que les sujets abordés aujourd'hui incluent des thèmes sensibles tels que le meurtre, le suicide, les violences intrafamiliales, l'adultisme et les violences du corps médical. Pour commencer, nous allons faire un petit tour de présentation de la table. Amy ? Oui, donc moi je suis une personne afrodescendante, queer, grosse et valide. Je milite depuis plusieurs années pour l'accès à la santé relationnelle, affective et sexuelle pour les personnes queer et minorisées. Moi, c'est Jo. Je suis une personne blanche, queer, non-binaire et depuis quelques années, je fais de la prévention sur les violences sexuelles en milieu festif. Alors, autour de la table, nous avons Pio. Oui, moi c'est Pio, du coup je suis une personne trans, je me genre au masculin, je suis une personne blanche et je milite à Clarté depuis 1 an et demi. Moi c'est Poppy, je suis une personne produite de la colonisation avec une mère vietnamienne et un père français. J'approche de la quarantaine, je suis transfemme depuis depuis quelques années. C'est une nouvelle vocation et fraîchement converti à l'islam pour une encore plus nouvelle vocation. Moi c'est Jules, j'ai rejoint le M2T en septembre. Pour me situer un petit peu, je suis une personne blanche, non-binaire, transmasque, handi et neuro-A. Et voilà, je suis au pôle communication et santé de l'EM2T. Moi c'est Thaïs, j'ai cofondé le M2T, avant ça j'ai milité à Clarté. Je suis une personne blanche, transmasculine, non-binaire et aussi convertie à l'islam. Merci. Du coup, est-ce que vous pourriez nous présenter votre asso et son histoire ? Alors Clarté, c'est une asso qui est née en 2016 suite à un TIDOR. C'était en hommage à une personne qui était décédée. L'asso est une asso pour les personnes trans, gérée par des personnes trans. On essaye de proposer, en fait, il y a eu beaucoup de turnover, beaucoup d'essais divers et variés. Et là, on a fini par stabiliser un petit peu la structuration de l'asso en plusieurs pôles. Chaque pôle s'occupant d'un aspect plus ou moins déterminé. Et là, aujourd'hui, nous, on va vous parler du pôle Novembre, du coup, qui est un pôle qui a été créé pour préparer les événements autour du TIDOR. En général, c'est plutôt une préparation qui concerne le TIDOR en lui-même, donc c'est une préparation qui va concerner le 20 novembre. Et depuis quelques années, on organise, alors pas tous les ans, c'est la 2e édition, les journées du soin communautaire qui vont encadrer le TIDOR. Juste un petit point... pas logistique, non, c'est pas le mot. Ouais. Mais bref, TIDOR, c'est pour évoquer la journée du souvenir trans, pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà.
voilà. Du coup, ce que je peux rajouter quand même, parce que là cet événement nous prend beaucoup de temps, mais le reste de l'année on fait plein de choses. Notamment on travaille beaucoup sur la santé, l'accès aux soins des personnes trans et ou non binaires. Et donc on a un pôle santé qui travaille en lien avec les instituts de santé, avec les médecins, avec les soignants, soignantes, pour rendre l'accès à la santé plus simple. Et on a aussi un pôle de formation qui émerge et on forme des associations, des entreprises, des individus qui souhaitent s'engager dans la lutte contre la transphobie. Merci. Est-ce que vous voulez nous présenter, Jules et Thaïs, le M2T ? On va dire d'un point de vue très personnel, je vais mettre ça au personnel. Du coup, je militais à Clarté à ce moment-là et on a reçu un message d'une personne qui était parente et qui envoyait un message pour son enfant qui se questionnait par rapport à la transidentité. Et du coup, on a eu une réunion à 4 personnes à un moment et on s'est dit, on va créer pour ces jeunes un espace. Au début, ça devait être juste un espace de rencontre, vraiment juste pour que les jeunes jouent, que les parents puissent peut-être discuter, tout ça. Et en fait, on a eu la première rencontre et il y avait énormément de monde. On était en mode, ok, waouh, faut qu'on fasse autre chose. Et il y avait des questions plus spécifiques sur les droits administratifs, juridiques, médicaux, etc. Et du coup, on a fait 6 mois de collectif. Et en janvier, ça fera 2 ans qu'on est une association. Et voilà, et du coup, on s'occupe de... Moi, j'ai tendance à dire qu'on est le Clarté pour les mineurs, parce que le Clarté, mais pareil, on fonctionne par pôle, et on a un pôle juridique, on a un pôle santé, un pôle permanence. Et toi, tu voulais mettre un mot pour les Nouvelos ? C'est ça. En début septembre là, de cette année, du coup, on a eu une session de formation. On était beaucoup, on était quoi ? Une trentaine, je crois, de personnes, dont une petite vingtaine qui sont restées. Et en fait, donc on est les nouvelles recrues de l'EM2T pour un petit peu aider pour les nouveaux sujets qui arrivent. Et notamment, suite à, en mai, une proposition de loi visant à retirer les droits aux mineurs trans, il y a vraiment besoin de renfort sur cette question-là. Donc, on est une petite équipe nouvelle pour venir porter le projet et toujours organisé en pôle, du coup. Voilà. Merci. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos actions ? Nos actions dans l'année, les choses qui sont structurantes et régulières, c'est les permanences accueil qui ont lieu les 3e mardis du mois à l'EDL, l'espace diversité et laïcité rue d'Aubusson à Toulouse. C'est un moment où on peut venir librement pour manger un petit truc, pour discuter, pour jouer, pour prendre du matériel RDR, pour poser des questions. Donc ça, c'est animé par le pôle accueil. Il y a également des permanences sociales qui ont lieu une fois par mois, peut-être cette année 2 fois par mois, qui sont animées du coup par le pôle social et qui là se font sur rendez-vous. Donc c'est des personnes qui bénéficient d'un accompagnement plus individualisé, notamment dans la lutte contre la précarité, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, les parcours administratifs aussi, puisqu'on avait un pôle juridique mais qui est en veille pour l'instant. Du coup c'est plutôt le pôle social qui prend le relais sur ces questions. Le pôle santé fait beaucoup de travail en ce moment de lien avec l'ARS, avec le CEGID qui est le centre de santé sexuelle de Toulouse, avec les médecins aussi, et on répond à beaucoup de mails. On reçoit énormément de demandes, de questions, ça peut être des questions très individuelles sur je commence un parcours de transition, je me pose des questions, est-ce que vous pouvez m'accompagner. On a aussi beaucoup de demandes d'associations ou d'entreprises qui nous contactent, qui nous disent nous on rencontre des personnes trans dans notre travail, on a des questions à vous poser, comment on peut faire pour que ça se passe mieux. Et là c'est plutôt le pôle formation en général qui répond à ces demandes. On organise aussi de temps en temps des petits événements culturels et sportifs. Il y avait un pôle sport à Clarté avant qui est en veille aussi, puisque les personnes qui s'en occupaient sont parties, mais on aimerait bien continuer à organiser des petites sorties, des balades, des sorties culturelles.
Gilles, Thaïs, est-ce que vous voulez nous parler des actions de Espace Mineurs Trans? Du coup, pour nos pôles, on a aussi ils sont un peu pareils quand même, nos pôles. On a Le clarté pour les mineurs, on a dit. Ouais, vraiment. On a calqué. Ça se voit, c'est que des anciens. Du coup, on a un pôle permanence. Nous, on a une permanence par mois. Cette année, l'année dernière, c'était 2 par mois, mais c'était assez lourd. Où on a 3 salles, idéalement, et on a une salle où tous les parents accompagnataires se rejoignent, et on a une salle pour chaque tranche d'âge, on va dire, des mineurs. Donc, bon, généralement, ça tourne à partir de 12-14 jusqu'à 18, elles sont dans une salle, et avant, c'est dans une autre salle, et il n'y a pas spécialement les mêmes thèmes d'aborder, parce que les plus petites vont jouer ou lire ou faire des choses assez chill, alors que les grandes, ça dépend des fois. Mais... Pour le pôle juridique, on fait principalement de l'accompagnement, de l'autodéfense juridique, de l'accompagnement dans les démarches légales, notamment de changement de prénom, mention de genre à l'état civil, sachant que pour les mineurs trans, c'est pas encore évident. Et aussi, on répond aux questions des parents. On a là, nouvellement, depuis septembre, on met en place une permanence juridique avec un juriste de la Maison des associations. Non, je sais plus. Oui. Ouais, voilà. Je sais plus. Je ne sais plus, mais un juriste qui est vraiment super et qui est formé sur les questions de lutte trans et qui renseigne les parents qui ont des questions plus spécifiques sur les parcours administratifs. Voilà, pour le pôle juridique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que l'autodéfense juridique? Oui, tout à fait. On n'a pas forcément tous les moyens de se payer les services d'une juriste ou avocate. L'autodéfense juridique, c'est l'idée que, en fait, par nous-mêmes, on a déjà pas mal de moyens de s'auto-représenter quand on doit parler face à une institution. Et du coup, c'est l'idée de donner des informations aux gens, faire de l'éducation en fait juridique, un peu avoir une base de connaissances qui permet aux personnes d'avoir un rapport de force moins déséquilibré quand on s'adresse à une institution, de savoir un petit peu quels sont nos droits, nos devoirs. Et puis là, en l'occurrence, comme on parle de mineurs, en fait, qui peuvent pas forcément avoir leur voix qui est entendue, accompagner les parents à défendre leurs propres enfants dans un système juridique. Et dernière petite question pour moi, qui peut bénéficier et accéder à ce que vous proposez? Nous, du coup, ce sont toutes les personnes trans et ou non-binaires, les personnes en questionnement aussi, beaucoup. On a choisi de proposer, oui, parce que grosso modo, c'est ça, hein, de toute façon. Je ne vois pas d'autres publics concernés, pour le coup. Mais du coup, il y a une petite répartition implicite qui se fait entre le M2T et Clarté maintenant, oui. C'est-à-dire que les mineurs se dirigent vers le M2T et nous, on accueille plutôt les adultes. Qui on accueille? On accueille évidemment les mineurs trans et ou non-binaires et aussi en questionnement. Et leurs parents ou responsables légaux, voilà, parce qu'il y en a qui sont pas toujours avec leurs parents, quoi. Et aussi, nous, on n'a pas précisé, mais notre association, à la différence de Clarté par contre, est mixte. Du coup, on a des personnes cis comme bénévoles. Voilà, du coup, c'est un peu une petite différence. Et du coup, qui accompagne plutôt les parents et pas spécialement les mineurs. Mais voilà. Dans l'idée que des personnes concernées directement ou indirectement, c'est-à-dire qu'on a des personnes cis, mais qui sont et le même parente de personnes trans, non-binaires ou en questionnement, et qui du coup vont pouvoir rassurer en fait les parents qui arrivent en permanence et qui ne connaissent pas forcément le milieu queer, et faire un peu le lien entre les parents et les luttes queer.
Depuis plusieurs mois, vous travaillez ensemble sur les journées du soin communautaire qui ont lieu à Toulouse, qui ont débuté le 16 novembre et qui se terminent le 23 novembre, c'est ça ? Donc c'est des journées d'ateliers, des tables rondes, des activités qui s'articulent autour du Tidor. Donc la journée du souvenir trans qui a lieu chaque année le 20 novembre. Du coup, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est le Tidor et pourquoi cette journée est si importante ? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la question ? Je peux. Alors le Tidor, c'est la journée du souvenir trans qui existe et qui a lieu tous les ans le 20 novembre partout dans le monde. Depuis 1999, à San Francisco a été organisée une commémoration en souvenir de Rita Ester, qui était une femme trans afro-américaine travailleuse du sexe, qui a été assassinée, et donc voilà, ses amis et sa communauté ont organisé cette commémoration. Et depuis, partout dans le monde, donc partout en France aussi, notamment dans de nombreuses villes de France, on organise des journées du souvenir trans. Ce sont des moments de rassemblement qui peuvent prendre la forme de rassemblement dans l'espace public ou de rassemblement dans des endroits plus intimes, ou de marche aussi, puisque à Toulouse on marche pour la journée du souvenir trans. Et c'est des moments qui sont importants puisque c'est des moments où on peut se retrouver ensemble, faire communauté, prendre soin les uns les unes des autres, se souvenir de nos adelphes qui ont été assassinés ou aussi qui se sont suicidés, puisqu'on considère que le suicide qui touche de manière très forte la communauté trans fait partie voilà, de ce pourquoi on se mobilise le jour de la journée du souvenir trans. si peut-être rajouter quand même, donc c'est la journée du souvenir trans, mais qui est pour quasiment tous les collectifs trans une journée fortement marquée par une volonté d'intersection des luttes, puisque la majorité des personnes trans qui se font assassiner sont des personnes trans féminines, racisées et ou travailleuses du sexe. En tout cas, là, les derniers chiffres qui sont sortis en Europe, plus de 90% des personnes trans assassinées sont des femmes trans, des personnes trans féminines. Plus de la moitié en Europe sont des personnes racisées, et une grande majorité sont des travailleuses du sexe. Oui, je crois que j'avais vu sur Internet qu'il y a un projet, comme ça, il y a une carte du monde, une carte de l'Europe aussi, qui permet de recenser en fait le nombre de personnes trans mortes, assassinées et ou de suicides, pour visibiliser en fait les violences et le nombre de personnes qui meurent de transphobie et de transmisogynie. Il y a un recensement qui est fait, alors je crois que l'appel à recensement c'était le mois dernier, avec un mail et un numéro de téléphone, si je ne dis pas de bêtises, pour des proches de personnes trans, non-binaires, qui ont du coup été assassinées ou qui se sont suicidées, pour permettre du coup d'avoir des chiffres plus précis, là où certaines personnes passent un peu sous les filets du recensement plus général. Ouais, j'ai vu que la date du recensement, elle s'arrêtait aujourd'hui. Oui. En sachant que ce recensement, il est légèrement biaisé parce qu'il y a plein de personnes trans qui disparaissent en fait de ce recensement parce que les familles cachent la transition, parce que en fait, les personnes vivent au placard. En fait, les chiffres ne sont pas aussi précis qu'on le voudrait. C'est vraiment une estimation qui est faite le plus précisément possible, mais on manque quand même énormément de données dans chaque année, quoi. Ouais, il y a aussi pas mal de personnes queer, notamment dans la communauté TDS, donc travailleuses du sexe, qui sont sans papier. Donc ça aussi, ça a une influence sur le recensement, c'est que en fait, certaines personnes ne sont juste pas reconnues administrativement dans les registres en France, et du coup passent sous le radar aussi. C'est un moment de recueillement aussi pour moi. C'est un moment où, en tout cas, personnellement, je peux prendre le temps avec les personnes que j'ai connues, les personnes trans que j'ai connues, les personnes non-binaires que j'ai connues qui sont décédées. Donc c'est un moment intime aussi. Et à la fois, c'est un moment politique parce que c'est un moment où collectivement on se rassemble pour commémorer ensemble, pour se souvenir ensemble, pour aussi
se recueillir autour de la mémoire de personnes qu'on a aimées, et puis aussi de se rappeler que la violence sociale y est pour beaucoup dans beaucoup de ces décès. Et qu'à à la fois c'est dur, à la fois ça donne la force aussi de lutter. Et je trouve que ce qui donne de la force, c'est le fait de se souvenir qu'on est là et qu'on est ensemble, qu'on est nombreux, nombreuses. Et je trouve que ça, c'est vraiment un moment qui fait du bien. D'être là, ensemble, pour se rappeler et pour se donner de la force pour lutter. Moi, je suis venue en mode pour soutenir aussi les vivants et les vivantes, parce que je pense que c'est... en tout cas pour moi, c'est le truc le plus important, de pouvoir montrer qu'on est là et de pouvoir parler de nos mortes ensemble. Et voilà. En plus, c'est à la chapelle et qu'il y a quelques temps, peut-être 2 ans, on a planté cet arbre-là. C'est chouette d'avoir un moment ancré dans l'année pour pouvoir revenir et parler tous ensemble de ça et se recueillir à cet endroit-là. Voilà. C'est quoi cet arbre dont tu parles ? Il me semble que c'était il y a 2 ans, mais pour le Tidor, on avait planté un arbre et on avait mis quelques papiers, des lettres, des objets, des choses qui faisaient écho aux personnes disparues. Et on l'a planté là-dessus et en vrai il pousse bien, il est magnifique. Voilà. Nous allons faire une courte pause musicale. Nous allons écouter Klaus Tinto, qui alterne entre de l'intime très intime et du collectif très en colère, entre de la grande fête joyeuse et de la douceur pessimiste, les cris et les murmures, la beauté et la laideur. C'est simple et compliqué à la fois, comme la vie. C'est pas pour faire joli ni pour être gentil. C'est pour donner de la force à ceux qui se battent, qui sont enfermés, qui jettent des cailloux. C'est un tir de mortier et un gros câlin en même temps, contre tous les pouvoirs et pour la joie aussi. De l'autotune, des synthés, des kicks et de la danse et des slogans pour faire tomber le monde à la renverse. On écoute le morceau « On est là ». Juste pour dire on est là, on se connaît même pas. Juste pour dire on y pense à toi qui sors pas. Juste pour dynamiter ce silence là, la cour, les murs, le sol et puis le toit. Nous dehors, toi dedans, personne mérite ça. Les draps tressés de mots, personne se taira. Le cœur fait des yo-yo, dehors on est là. Le feu, les pierres, la tête et puis les bras. Tant qu'il y en a dedans, personne ne vivra. Dehors, ce qui les tient, c'est la peur d'être toi. On se dit c'est toujours l'autre qu'on enferme là. Les voleurs, les tueurs, les méchants, les rats. On est la voix qui dit personne mérite ça. On le sait bien qu'ici ça manque de bras. Se serrer fort dedans, pleurer juste pour soi. On est la voix qui dit en cœur on est là. On est là, on bouge pas. Les pieds du plat. On est là, on sent plus le chaud, le froid. C'est tout plat, c'est tout froid. Y'a plus que toi, emmène-moi. J'entends pas, les cris tout autour et nos pas tout en bas. C'est le silence qui rend sourd, c'est la vie qui fait ça. On est la voix dehors, on est la voix dedans. La voix qui souffle fort pour faire du vent. On est la voix dehors, on est la voix dedans. Dans la fenêtre et dans le corps, est envolé loin du ciment.
La peau c'est du ciment, une solitude immense. Si t'es solide dedans, dehors c'est la violence. Dans la fenêtre et dans le corps, c'est le vent qui t'envole. C'est la vie qui se tord, ça fait fou, ça fait folle. La peau c'est du béton, on est là même si là-haut veut pas. Même si le pied chaque fois son cime et tout c'est sûr ça tombera. La peau c'est du croco, les écailles et les crocs. C'est la peau croquée, oiseau qui fait cocorico. La peau c'est du papier glacé, froissé, mâché, consumé. La peau c'est du carton, pas de carton, boîte, carton, maison, squat. La peau c'est du verre, du fer, du plastique, du polyester. La peau c'est dehors, dedans, on est là, on t'attend. On est là, on est là, on bouge pas, les pieds du plat. On est là, on est là, on sent plus le chaud, le froid, c'est tout plat, c'est tout droit, y'a plus que toi. Tout autour et non pas tout en bas. C'est le silence qui rend sourd, c'est la vie qui fait ça. Y'a des jours on oublie au fond que t'es là. Des mois qu'on te dit t'es seul au monde, regarde-toi. Des années qu'on se lève, on nous dit tais-toi. Des siècles qu'on se ferme les cerveaux, les bras. C'est des vies on sait pas au fond ce qu'on fait là. Des vies on te dit t'es folle de crier calme-toi. C'est des vies tu t'énerves, on t'écoute pas. T'oublies que tu peux mordre la main qui te bat. Se laisser faire c'est fort, se dire que ça nous va. Se faire marcher dessus, devenir tout plat. Ça fait fou, ça fait folle, au fond ça fait froid. Feu aux prisons, aux banques, aux flics et aux rois. On est là, on est là, on bouge pas, les pieds du plat. On est là, on est là, on sent plus le chaud, le froid, c'est tout plat, c'est tout droit, y'a plus que toi, un mur et moi. J'entends pas, t'entends pas. Les cris tout autour et nos pas tout en bas. C'est le silence qui rend sourd, c'est la vie qui fait ça. Bonjour, nous sommes de retour dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer dans les studios de Canal Sud 92.2. Nous sommes avec l'association Clarté, avec Pio et Poppy et Jules et Thaïs de l'EM2T pour parler du rôle du soin communautaire. Alors, selon vous, qu'est-ce que le soin communautaire ? Je vais répondre à cette question en lisant une petite page d'un bouquin qui est très chouette, qui s'appelle « La santé communautaire, une autre politique du soin », que je vous recommande. Édition 369 manuel. Alors, une brève histoire de la santé communautaire. Il n'existe pas de définition stabilisée de la santé communautaire. Celle-ci se caractérise par le fait de partir des vécus et des besoins des personnes concernées, tels qu'ils s'expriment sur le terrain, de leurs conditions de vie ou de leurs désirs, même si ces derniers contredisent les recommandations médicales. Elle vise à développer l'autonomie en santé des patientes, en questionnant le rôle central des médecins dans le soin et en valorisant les savoirs non médicaux sur les maladies tirés de l'expérience des malades, les savoir-faire, sachant que là, on ne parle pas de maladie. Petite parenthèse, mais voilà. Elle s'appuie sur la participation des personnes concernées, leurs compétences et les réseaux interpersonnels, associatifs, militants, voire institutionnels, existants dans les lieux où elle se pratique. Arrivée en France et mentionnée telle qu'elle durant les années 90 dans le contexte de l'épidémie de sida, la santé communautaire vient répondre à des besoins de santé peu ou pas pris en charge par le système de santé classique
ou d'une façon jugée inadaptée ou violente par les personnes concernées. Et là, l'idée, c'est qu'on va parler, nous, de soins communautaires plutôt que de santé communautaire, parce que l'idée, c'est d'aborder ça sous un spectre plus large. En fait, la santé, c'est pas juste le médical, c'est aussi les facteurs sociaux, les déterminants sociaux de la santé, donc l'accès au logement, le travail, le milieu scolaire, notamment pour le M2T, vu qu'on parle de mineurs trans. Et donc, dans le soin, on a un impact sur tous ces milieux-là et pas seulement le médical. Et le soin communautaire, comment ça s'inscrit dans vos associations respectives? Ou peut-être si aussi vous voulez répondre, Pio et Poppy, ajouter quelques mots sur vous, comment vous pensez et vous appropriez le soin communautaire, si vous avez envie, c'est possible. Non, cette définition était super. D'accord. Okay. Tout pareil. Et pour comment ça s'articule dans nos assos, peut-être Poppy me complétera, mais je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a ce qu'on fait, vraiment nos actions en tant qu'association, notamment sur le pôle santé et le pôle social. Voilà, là où c'est vraiment... on part de nos savoirs en tant que personnes trans et ou non-binaires, et on essaye aussi de construire un rapport de force avec les institutions pour une meilleure prise en charge, déjà, pour qu'on soit respecté dans nos identités, dans nos parcours de soins et dans nos choix. Du coup, ça nous demande beaucoup de travail sur le terrain, d'aller rencontrer des acteurs, des actrices, de faire de la sensibilisation, de la formation, de prendre le temps de répondre à des questions individuelles, d'accompagner les personnes qui en font la demande. Et moi, je trouve qu'un autre niveau aussi, et qui est très important pour nous, surtout en ce moment, c'est que entre nous, au sein de Clarté, on fait du soin communautaire, voire intra-communautaire, et on essaye vraiment de prendre soin les uns les unes des autres, en mettant en place déjà des rencontres régulières, et quand on organise des réunions de fond qui sont des discussions un peu plus longues sur comment on fonctionne à Clarté ou sur des sujets politiques, on commence toujours par un petit tour météo qui peut prendre du temps et qui est un temps vraiment précieux et qu'on apprécie beaucoup à Clarté. Et aussi, pour vous donner un exemple très concret, cet été, on est partis en vacances ensemble et il y avait tous les membres de Clarté et c'était trop choupi et on n'a pas fait que du travail, on s'est baigné dans la rivière et c'était trop bien. Oui. Moi, j'aurais juste une petite demande de précision. Donc, dans votre descriptif de Hello Asso, qu'on peut trouver sur Internet, vous parlez de dépathologisation et dépsychiatrisation. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot là-dessus pour rebondir sur la définition que Jules nous a lue? Historiquement, le parcours de transition, il est très maîtrisé par la psychiatrie, en fait, jusqu'en... grosso modo, ouais, ça fait que depuis même pas une dizaine d'années, en fait, que alors, ça prend plusieurs termes. On utilise le terme dysphorie de genre, on utilise le terme transidentité, etc. Enfin, il y a plein d'appellations qui ont été plus ou moins médicalisées. Mais du coup, ça fait pas si longtemps que ça, en fait, qu'on est sorti c'est le DSM, c'est ça? Donc, en fait, qu'on n'est plus considéré comme une pathologie mentale, en fait, en tant que personne trans. Et que du coup, on est techniquement censé avoir nos parcours qui sont moins impactés par la psychiatrisation. Dans les faits, on a encore beaucoup besoin des psychiatres pour avoir accès à certains soins. Ce qui fait que c'est un peu une espèce de jeu de dupes où on se retrouve à suivre des parcours psy alors qu'en fait ça n'apporte rien à part peut-être plus des violences en fait à subir, parce qu'en plus de ça la psychiatrie française est particulièrement aux fraises, pour le dire gentiment. Donc du coup on part du principe que ça fait partie un peu du soin communautaire aussi, c'est que on va gérer nos parcours de transition par nous-mêmes de plus en plus. Donc ça peut passer par effectivement déjà une transition sociale, donc par le fait d'accepter de mettre en place les pronoms choisis, et par la suite de pouvoir donner accès à... Si on parle d'un truc tout simple, moi par exemple, j'ai transitionné très tard parce que j'étais persuadé que c'était quelque chose qui n'était pas adapté à mon parcours. J'avais l'impression que j'y aurais pas accès parce que en fait, il fallait que je passe par des psys. J'avais pas envie de passer par des psys. J'avais pas envie de raconter que je jouais à la poupée depuis que j'avais 5 ans et que je me suis toujours sentie fille, etc. Enfin, des trucs qui n'étaient pas de mon propre ressenti. Sauf qu'en fait, un parcours de transition, il fallait qu'il soit extrêmement binarisé pour pouvoir obtenir l'accès aux soins.
Et c'est le travail des associations qui a permis de justement mettre en lumière le fait que les transitions, elles pouvaient être multiples, elles sont complètement, c'est des parcours très individuels, et que du coup, il n'y a pas un seul parcours de transition. Et donc du coup, c'est d'essayer de mettre en place des alternatives à ce parcours-là, quoi. Parce qu'encore, être trans, c'est riposter face à la honte, planter son regard dans celui des inconnus curieux, qui nous regardent comme un théâtre vivant jusqu'à ce qu'ils et elles rougissent en fixant le sol, anéantir le fiel des insultes par un humour caustique à la saveur de têtes brûlées. C'est être des têtes brûlées, plus malins et malines et rapides que beaucoup. C'est mentir aux médecins pour leur dire ce qu'ils et elles veulent entendre. C'est servir la soupe aux juges et aux administrations. C'est mériter un Oscar pour chaque échange avec n'importe quelle institution qui pense se moquer de nous quand c'est nous qui rions d'elle. Parce qu'enfin, être trans, c'est dompter le deuil et transformer chaque mort en revendication politique, chaque suicide en rassemblement communautaire, chaque assassinat en riposte médiatique. C'est se prévaloir d'une combativité à toute épreuve et de ressources inépuisables malgré le sentiment pervers de la routine. C'est lutter contre l'extermination et la dépossession en produisant des trésors de savoir que le monde entier gagnerait à explorer. Talma Desta, la fin des monstres. Ouais, il y a quelques pays en Europe, mais très peu, je crois une petite dizaine, qui ont une législation qui permet l'autodétermination. C'est pas encore le cas en France. Ça a été récemment le cas en Allemagne. Et puis c'est remis en question très rapidement aussi. C'est qu'il y a des pays qui sont revenus aussi sur des décisions comme ça, parce qu'il y a une espèce de panique morale qui s'installe, qui vient des pays anglo-saxons et qui du coup fait une espèce d'effet de contamination. Et on voit des pays qui avaient été assez avant-gardistes sur les droits notamment des mineurs. Ça, je vous laisser en parler du coup. Mais qui du coup reviennent sur des... En fait, il y a eu énormément de progression, et puis là, il y a un backlash depuis quelques années qui font que les droits, on le voit aux États-Unis, on le voit en Russie, on le voit dans pas mal de pays du monde, les droits des personnes trans reculent, mais ça va avec un climat général de fascisation de toute façon, de recul des droits des personnes migrantes, de toute façon, toutes les personnes les plus précarisées prennent très cher, donc c'est pas étonnant que les personnes trans soient concernées également par ce recul des droits, quoi. Ouais, Poppy. Si je voudrais juste ajouter quelque chose, peut-être pour les personnes qui ne sont pas au courant. Depuis 2016, en France, on peut faire une demande de changement de mention de genre à l'état civil sans subir d'opération de stérilisation. 2016, c'est hier. Du coup, jusqu'en 2016, il fallait, pour demander un changement à l'état civil, il fallait avoir fait une opération de réassignation sexuelle qui implique une stérilisation. Voilà. Et ça, c'est seulement depuis 2016 qu'on peut changer de genre à l'état civil sans avoir fait d'opération de réassignation sexuelle. Et c'est toujours pas facile. Et ça reste pas facile. Ouais. Merci pour la précision. Vous vouliez rebondir sur... Oui, peut-être on peut parler spécifiquement pour les mineurs trans. Qu'est-ce que tu nous avais noté? Je sais plus. En vrai, ça aurait été super intéressant de parler. Je sais qu'en Suède, pour revenir sur le cas je crois que c'est en Suède. Oui, c'est en Suède. Qui a été giga avant-gardiste, kind of, pour les mineurs trans, où c'était assez facile. Même il y avait plein de petits reportages qui passaient sur des mineurs suivis là-bas. Et je sais pas si, en tout cas, je crois qu'il y a eu au moins une proposition de loi. J'ai pas spécialement suivi ce qui se passe en Suède, mais j'en ai entendu parler, quoi. Il voulait revenir à ça parce qu'en fait, apparemment, il y aurait eu un taux de détransition ces dernières années qui disent que en fait, peut-être que c'est pas bien de faire transitionner les mineurs. Et nous à EM2T, on accompagne, c'est écrit dans nos textes quand on en parle, qu'en fait si quelqu'un détransitionne ou retransitionne, ça dépend quel terme on apprécie, quoi.
En fait, c'est ok. Genre, c'est pas grave. Ok, certes, entre guillemets, tu t'es trompé ou en fait, je sais pas comment dire ça, mais Ça reste une transition. c'est une, ouais, voilà, enfin, C'est genre, un parcours. c'est un pas parcours linéaire. et voilà, genre, c'est un moment de ta vie, t'étais plus à l'aise comme ça et maintenant, en fait, c'est pas grave. À n'importe quel âge, c'est pas que pour les mineurs. Et parce que c'est très, j'ai pas les mots, utilisé par les médias, par nos super amis les TERF, les TERF transfer. Trans Radical Exclusionary Radical Feminist. Exactement. Yeah. Qui sont des personnes qui se disent féministes, mais qui en réalité, en invisibilisant le vécu des personnes trans, servent le jeu du patriarcat. Donc, est-ce qu'on peut parler de féminisme? La question se pose. Elles sont transphobes. Elles sont féministes. Et du coup, je me suis perdu avec cette définition de TERF. Pas de souci. Tu parlais de détransition, retransition. Et si ça te va, je peux apporter des petits chiffres pour appuyer ton propos. Ouais. Dans le cadre de la détransition, donc, qui est l'idée de... par exemple, si on a un traitement hormonal de substitution qui consiste à arrêter son traitement, soit indéfiniment, soit pour le reprendre plus tard, les chiffres, c'est sur 100 personnes qui transitionnent, il y en a 3 qui détransitionnent, une parce qu'elle estime s'être trompée, et sur les 2 autres, en général, c'est lié à de la pression de l'entourage familial, de l'entourage professionnel, lié à des questions de sécurité. Et pour vous donner un petit peu une échelle, quand on parle d'opérations médicales plus classiques, donc par exemple une opération de la jambe, les taux de regret sur les opérations, c'est 8 personnes sur 100. C'est-à-dire qu'on est en dessous du taux habituel sur des pratiques médicales. Et en plus, sur ces 3 personnes-là, en réalité, il n'y en a qu'une seule qui regrette réellement. Le reste, c'est lié à des considérations de sécurité ou la pression de l'entourage. Donc, effectivement, c'est une extrême minorité de personnes qui détransitionnent au sein de nos communautés. Et ce sont des personnes qui sont très très médiatisées parce qu'effectivement elles servent le jeu de l'extrême droite, notamment pour justifier des politiques transphobes derrière visant à nous retirer nos droits. Et ça fait partie du soin aussi que d'accueillir des parcours multiples. Et en fait, en réalité, on est beaucoup dans nos parcours à avoir besoin à un instant T selon la définition de détransitionner, mais qui en fait consiste juste à parfois faire une pause pour des raisons médicales ou pour des raisons de fertilité dans un parcours de parentalité queer. Enfin, en fait, voilà, il y a plein de raisons qui peuvent déclencher ce qu'on appelle une détransition. Et voilà, c'est important de rappeler que c'est pas hyper binaire comme ce qu'on nous vend dans les médias d'extrême droite. Ouais, tout à fait. Il y a un super roman de Tori Peters qui s'appelle Détransition Baby et que je trouve super justement sur toutes ces questions de détransition et les multiples raisons qui amènent une personne à détransitionner et qui parle énormément aussi, je trouve, de soins communautaires. Quand vous êtes une meuf trans et que vous connaissez beaucoup d'autres meufs trans, vous allez souvent à l'église parce que c'est à l'église que se passent les funérailles. Il y a un truc que personne ne veut admettre à propos des enterrements, parce qu'on est supposé être dévasté par la mélancolie d'être une meuf trans au milieu de toutes ces meufs trans mortes avant l'âge. C'est que les enterrements de meufs trans comptent parmi les événements mondains d'une saison. Que vont bien pouvoir dire les gens aux funérailles d'une personne trans? Est-ce qu'une personne queer fera un discours politique au lieu d'un éloge funèbre, entraînant pendant des semaines des pavés outragés postés sur les réseaux sociaux? Combien de fois tel membre de la famille deadnamera ou mégenrera la défunte du haut de la chair sans se laisser intimider par son chagrin, tout en regardant la mère d'Uluberlu qui se sont pointés sans qu'on les y invite à ce qu'ils considèrent comme un événement familial. Leur fils, leur fille, avait-elle vraiment autant d'amis? L'enterrement du jour est celui de Tammy. Un accident de voiture lui a été fatal. C'est l'histoire que les gens répètent par politesse.
Le terme accident de voiture est bien pour ça. Il éclipse l'intention derrière le geste. Oui, on va pas se mentir, quand on fonce sur un pont à 140 km/h, un accident, ça arrive. Sauf que Tammy avait passé son samedi à appeler les gens, hystérique en leur disant, du peu que son ivresse lui permettait d'articuler, que personne ne l'aimait et que tout le monde s'en foutrait quand elle ne serait plus là. Tammy, que beaucoup ici-bas aimaient et qu'un certain nombre voulaient baiser. Au moins, Tammy s'était montrée clémente dans la méthode choisie. Personne n'avait eu à tomber sur le corps, à part les personnes qualifiées pour, les secouristes et les pompiers. La dernière grâce de Tammy fut de fournir une piètre excuse, un déni plausible pour amoindrir le poids du suicide. Juste assez pour que ses amis puissent se dire que peut-être elle voulait juste se défouler un bon coup et en piquant sa crise, avait perdu le contrôle de son véhicule. Que ce n'est pas elles qui l'ont déçue, que l'épidémie de meufs trans qui se suicident ne leur a pas enlevé une jeune fille adorable de plus. Des transitions baby de Tori Peters. Sur le site internet des Journées du soin communautaire, vous écrivez « Le deuil nous fait nous réunir et nous rendre compte de l'importance d'être ensemble. Dans ce moment où nous sommes les plus vulnérables, nous créons des liens qui ont la force de changer radicalement la société. » Ce sont des phrases qui m'ont beaucoup touchée. Est-ce que vous pourriez nous parler des Journées du soin communautaire qui ont lieu en ce moment et comment est-ce qu'elles sont nées ? Comment est-ce qu'elles sont nées? Alors ça, il faudrait qu'on ait l'historique des personnes qui étaient à Clarté à ce moment-là, parce que nous, on est arrivés, moi, c'était il y a à peu près 2 ans que je suis arrivé dans l'asso, et les premières journées du soin communautaire avaient déjà été organisées. Je suppose que c'est à peu près pour les mêmes raisons que pour nous. C'est juste qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'échanger autour, parce que ça avait l'air d'avoir été un moment très intense et qui avait engendré beaucoup de fatigue et qui fait que d'ailleurs quand on est arrivé sur Clarté, la plupart des personnes étaient parties de l'asso suite à l'organisation des journées du soin communautaire. On va espérer que c'est pas une malédiction et que cette année on gardera tout le monde, voire qu'on va récupérer des... Et cette année vous n'êtes pas seul. Et oui, il y a de ça aussi, effectivement, on s'est un peu plus organisé. Donc ouais, sur l'historique, on n'a pas de choses très précises à dire. On peut parler de pourquoi on a voulu les remettre en place. Et je vais te laisser la parole 2 minutes, comme ça j'ai le temps de me remettre et réfléchir un peu. Pourquoi moi j'avais envie de me lancer là-dedans, ce qui était pourquoi on avait envie de les remettre en place? Très clairement, c'est parti d'une envie individuelle à Clarté. Une des personnes de Clarté avait très envie d'organiser des ateliers d'écriture. Pour réfléchir aux soins communautaires et créer aussi autour de ces questions. Et en fait, il y a eu une énergie collective et une volonté de porter ce projet à plusieurs. Et on s'est un peu enflammé pour le meilleur, parce que ça partait à la base, on voulait faire 3 ateliers d'écriture et puis on se retrouve avec 9 jours d'activité. Ça a dérapé. Ça a un petit peu dérapé, mais c'est super. Et en fait, ce qui est trop chouette aussi, et pour moi ça fait partie du soin communautaire, c'est que du coup on est 4 personnes à organiser ces journées, plus les autres personnes de Clarté qui continuent à faire le travail quotidien par ailleurs, qui nous filent des coups de main. On s'encourage vachement à explorer ce qu'on a envie de faire. À la base, on n'avait pas du tout prévu de faire une exposition, et puis il y a une personne qui est arrivée en disant « Moi, j'aimerais trop qu'on fasse une exposition ». Et du coup, on se pousse dans ce qu'on a envie d'explorer, et on se fait aussi confiance, parce qu'on n'est pas du tout les mêmes personnes, on n'a pas vraiment les mêmes centres d'intérêt, on n'est pas à l'aise aux mêmes endroits. Moi, j'avais très envie de moments plus festifs, où on peut célébrer nos identités et que le deuil soit pas qu'un moment de tristesse, mais qu'il puisse aussi être un moment de joie. Et voilà, et j'ai été porté aussi par les copaines qui aiment moins les moments festifs et qui m'ont dit « Mais vas-y, organise-toi ». Et ça, c'est trop chouette. Du coup, cette année, on a été porté par l'envie de faire des choses aussi publiquement, parce que c'est vrai qu'à Clarté, un peu comme à l'EM2T, on est dans le soin communautaire et du coup parfois très dans l'intimité de nos communautés. On fait pas beaucoup d'événements publics ou à part les permanences accueil qui sont ouvertes.
on n'est pas sur la place publique très souvent, même si l'année dernière, au mois de mai, on a dû se mobiliser collectivement contre la loi qui portait atteinte au parcours de transition des mineurs. Du coup, c'était aussi une occasion de se dire, en fait, on existe à Toulouse et on a envie de proposer des choses pour la communauté trans et nos alliés. Voilà. Je pourrais rajouter que on a monté ça à 4 un peu en coulisses là depuis quelques mois, et puis on est ravis qu'aujourd'hui cet événement nous dépasse, en fait, que ce soit quelque chose que les autres collectifs, que les autres assos puissent aussi rejoindre. Il y avait aussi cette volonté là de pas faire quelque chose dans notre coin, parce que déjà pour la simple raison que pour se préserver, c'est bien d'être à plusieurs et de ne pas essayer de tout porter soi-même. Donc du coup, ça c'était stratégiquement intéressant. Mais on avait quand même envie de faire du lien, de pouvoir faire bénéficier de nos accès aussi, parce que comme on travaille avec quelques institutions, on a accès à des lieux, comme le DL par exemple, et donc de pouvoir justement faire cette passerelle entre des lieux plus alternatifs, des lieux plus institutionnels, en faire profiter des collectifs ou des assos qui n'y ont pas forcément accès le reste de l'année. Faire tourner un peu ces privilèges-là aussi, quoi, pour pouvoir en fait juste apprendre les uns les unes des autres, continuer à se rencontrer, continuer à créer du lien, et puis faire cocon un peu, parce qu'on va en avoir besoin, quoi. Enfin, on a besoin de se retrouver. Il y a d'autres luttes qui nous attendent. Le Tidor, c'est un peu un moment suspendu où on pense nos plaies, on se retrouve entre nous, on se fait du soin. Mais le reste de l'année, on est quand même en train de reprendre les luttes en permanence. Donc c'est un peu un moment d'accalmie dans un climat qui est très tendu. Et du coup, ça fait du bien d'avoir ces moments-là aussi, quoi. On en avait besoin. Et c'est très chouette de voir que ça fédère. Et que très rapidement, en fait, c'est plus notre truc, quoi. C'est plus juste ce qu'on a pensé sur un coin de table il y a quelques mois. Maintenant, c'est réel. C'est un truc qui prend et qui va se transmettre, quoi. Donc du coup c'est chouette, on a envie de voir ce que ça va continuer à donner. Merci. Du coup, le M2T, vous faites partie aussi de l'organisation de ces journées. Disons que c'est une première année en co-organisation, donc forcément on a des essais-erreurs et on va apprendre de nos erreurs pour faire mieux l'année prochaine. On va dire ça comme ça. On peut aussi dire que c'est pas un problème vraiment de mal coordination entre nos deux assos, mais plutôt des choses qui nous tombent dessus un peu à la dernière minute, indépendantes de notre volonté, et qui nous amènent au cours de la semaine, qui n'est pas fini, à réajuster un petit peu les choses. Voilà. Les challenges du direct. Ouais, exactement. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des objectifs du coup de ces journées ? Et comment est-ce qu'elles sont organisées ? Qu'est-ce qui est proposé ? Nous parler un peu du programme. Déjà, on voulait prendre de l'argent à la DILCRA et à la mairie de Toulouse. Donc ça, c'est fait. Bravo. Parce que y a pas de raison, en fait, quand on voit c'est à la fois marrant, mais en même temps c'est un réel enjeu, en fait, quand on voit où partent la plupart des subventions sur des projets qui sont souvent des projets bidons ou des choses comme ça, et souvent les assos ou les collectifs se sentent illégitimes à demander ces subventions, alors qu'en fait il faut faire ces démarches là, il faut aller prendre cet argent, parce que de toute façon sinon il ira dans des trucs qui n'ont vraiment aucun sens. Enfin, on l'a vu avec Chiappa et ses détournements de fonds, c'est des trucs. Donc à un moment donné, il y a cet enjeu aussi de pouvoir créer de l'événement avec des moyens qu'on ne peut pas avoir forcément, ou d'arrêter aussi de demander des moyens à la commu directement, en fait, d'arrêter de faire toujours tourner le même billet de 10 balles qui va de poche en poche et puis qui au final n'enrichit personne. Enfin, donc à un moment donné, c'est aussi aller prendre l'argent là où il est, quoi. Donc ça, c'est un premier objectif. Et qui est là pour ça, petite précision, la DILCRA, c'est... Ouais, qui est là pour ça, qui est là pour se donner bonne conscience, en fait, aussi, à un moment donné, parce que quand on voit, l'islamophobie, par exemple, n'est toujours pas intégrée dans la DILCRA. Donc il y a quand même des choix aussi qui sont faits, et ces choix disent beaucoup aussi de ce que veut et ce que proposent nos politiques à l'heure actuelle, quoi. Donc du coup, c'est une acceptation de façade. Quoi qu'il en soit, ça reste quelque chose à prendre, et il faut aller le chercher de toute façon, parce que et après justement pouvoir le redistribuer aussi, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir redistribuer les thunes pour l'instant, quoi. Donc ça, c'est un des objectifs. Je te laisse pour
Mais du coup, deuxième objectif, et ça prolonge ce que tu dis, on voulait faire un événement qui est ouvert et gratuit, donc tout est gratuit. Et voilà, il y a très peu de choses qui sont à prix libre. Le repas de la kermesse sera à prix libre et non nécessaire. Et pour nous, c'était vraiment important que les événements puissent être ouverts. La plupart des événements sont en mixité. Il y a quelques événements qui sont en mixité choisie personnes trans. C'était plutôt des ateliers sur inscription ou des groupes de parole. Voilà, et il y a des mixités variables aussi pendant la semaine. Par exemple, aujourd'hui, il y a un groupe de parole psychologique pour les usagers et usagères trans de la psychiatrie. Donc c'est une autre forme de mixité choisie au sein de nos communautés. Qui est organisé cet après-midi à l'EDL. Voilà, il y a aussi un atelier voix et genre, orthophonie et transitude, qui va amener à se poser d'autres questions. Donc on a voulu créer ces espaces qui sont un peu à géométrie variable pour que tout le monde puisse se retrouver à un moment dans une des activités qu'on proposait. Voilà, je pense pour les objectifs. Et puis se faire du bien aux autres, faire communauté pour le coup, vraiment essayer et sortir un peu de juste, c'est un euphémisme, mais sortir de nos luttes trans en fait aussi, pour voir aussi faire intersection, essayer de se rencontrer à d'autres segments et de pas toujours rester sur nos problématiques en fait, ouvrir un peu nos horizons. Cette année, vous avez choisi le thème des imaginaires réparateurs. Pour cette deuxième édition, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix ? On avait besoin de douceur, on avait besoin de rêver un peu aussi, on avait besoin de se donner de la force pour continuer, parce que le militantisme, ça bouffe énormément d'énergie, ça entame le moral, ça entame énormément de choses. Ça a des conséquences sur pas mal d'aspects de sa vie privée. Et du coup, on s'autorise pas souvent l'utopie. On a toujours un peu l'impression que c'est des choses qui sont un peu naïves, que le soin, tout ça, ça passe au second plan par rapport aux urgences, par rapport au fait que il faut se battre à chaque fois. Et du coup, on en oublie de prendre soin de soi, on en oublie de prendre soin des autres aussi. Et donc du coup c'était un peu cet objectif-là, quoi, se permettre la possibilité d'imaginer de meilleures alternatives et du coup se donner de l'énergie pour les mettre en place aussi, quoi. Et la première édition n'avait pas de thème, mais c'est marrant quand on regarde le programme, c'est aussi parce que les personnes qui l'organisent sont très différentes et ont des préoccupations, des intérêts différents. Il y avait beaucoup plus d'activités autour du corps. Et nous, là, les imaginaires réparateurs, ça a fait que le choix des activités, on a plus de choses sur la création, des choses artistiques. Du coup, pas mal d'ateliers d'écriture, notamment, qui permettent d'élaborer, d'explorer les imaginaires. Super, merci. Est-ce que vous avez des témoignages, je me demande, ou des histoires marquantes des personnes qui ont participé aux journées du soin communautaire ? Des anecdotes, des choses que vous aimeriez partager ? Moi, j'ai une anecdote très récente. Hier, on a organisé un atelier de discussion sur l'amitié. Et en fait, il y avait donc la première partie, on se rencontrait un peu tous, et puis on explorait un peu les thèmes qu'on avait envie d'aborder. Et puis après, on partait dans des petits groupes pour explorer plus à fond une thématique. Et il y a un des groupes où la discussion a tellement bien marché qu'elles se sont échangés les numéros après pour continuer cette discussion. Et moi, je trouve ça trop beau et trop chouette. En fait, vous avez créé communauté à l'intérieur de la communauté. Et ça, c'est trop précieux. Ouais, autre chose qui m'a touchée en voyant le programme, c'est la façon dont vous avez écrit Kermesse. J'ai trouvé ça super. Au début, j'ai pas compris, j'ai dû le dire à haute voix pour capter. Mais ça s'écrit care comme le soin, c'est A-R-E. Et ouais, très 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 bon choix. C'est du génie. Oui, je suis d'accord. Donc j'imagine que te faire partie de ces assos, organiser ces journées, 9 jours d'activité, ça a l'air intense. Est-ce que vous aimeriez nous parler des défis que vous rencontrez dans vos assos respectives ? Les défis au quotidien ? Oui, ouais. Ou sur ces journées, enfin voilà, des défis en général on peut prendre l'exemple parfait
de l'atelier d'écriture qu'on avait organisé à destination des mineurs. On a en dernière minute dû l'ouvrir aux jeunes adultes, plus grands quoi, parce qu'en fait c'est pas forcément évident de mobiliser des jeunes ados voire enfants sur un atelier d'écriture. En fait c'est ça aussi les aléas du direct, c'est permettre de se rendre compte que peut-être ce qu'on a proposé n'était pas forcément ultra adapté ou ultra souhaité par la personne concernée directement. Et c'est un peu ça qui se pose au quotidien à l'EM2T, c'est en fait comment transposer les façons dont on a l'habitude de s'accompagner déjà entre nous ou via d'autres assos comme Clarté, et les transposer à, là en fait, on est face à des enfants, on est face à des ados qui ont des problématiques qui sont autres que celles des adultes, et comment on peut les accompagner au mieux tout en respectant en fait leur position d'enfants et d'ados. Et en fait, une chose qu'on se dit assez régulièrement à l'EM2T, c'est en fait le but de l'EM2T, c'est de permettre aux enfants de rester des enfants et de juste vivre leur vécu d'enfants et d'ados de la façon la plus chouette possible, tout en embrassant en fait leurs identités queer. Il y a 2 jours, il y a eu un appel à rassemblement du collectif Enfantiste, qui est un super collectif qui est présent dans plein de villes en France et qui en fait est un collectif qui est né de la volonté de faire face à l'adultisme. L'adultisme, c'est une oppression systémique qui s'inscrit dans notre société patriarcale. En fait, l'idée, c'est de placer le patriarche, donc en général la personne masculine de la famille, comme étant le chef de la famille, ce qui en fait va, par effet de ricochet, induire d'autres oppressions, que ce soit de la violence conjugale, des violences sur les enfants, qu'elles soient psychologiques, physiques, sexuelles, économiques, enfin de plein de formes différentes. Et voilà, le but du collectif Enfantiste, c'est de lutter contre tout ça. Et donc il y a eu un appel à rassemblement auquel le M2T a participé il y a 2 jours. On a pris la parole pour parler plus spécifiquement des violences faites aux enfants queer. Parce que en fait là plus que jamais depuis mai, avec la proposition de loi qui vise à interdire toute forme de transition de genre pour les mineurs queer, en fait va se mener et se mène déjà une grande bataille pour éviter que cette loi finisse par passer dans les années à venir. L'idée, c'est de faire en sorte que cette question-là, elle ne passe pas dans le domaine du commun, c'est-à-dire que les gens ne finissent pas par se dire « Ah bah oui, c'est normal en fait qu'on interdise aux jeunes de transitionner ». Notre but, c'est de montrer que non, ça n'a pas de fondement ni médical, ni légal, et qu'en fait, ça vient juste faire du mal. Donc nous, à l'EM2T, ça pose des problématiques au niveau légal, médical. On doit régulièrement faire de la pédagogie, former les professionnels de santé pour qu'ils comprennent que non, Yael ne risque pas forcément la prison, parce que c'est réellement ce genre-là de questions qu'on a, des médecins qui parfois veulent s'engager auprès de nous, mais ont peur en fait des répercussions que ça va avoir sur ELE. Donc voilà, donc on forme de ce côté-là. Et puis aussi, on doit conjuguer avec les lois en place qui sont très restrictives pour les mineurs. J'ai une anecdote à dire. C'est que, par exemple, il y avait cette année, on était au village des Fiertés de Toulouse. Et au village des Fiertés, il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle, le barreau des avocats, et qui font des espèces de petites permanences super ponctuelles à ce moment-là, et qui tiennent une table et qu'on peut aller leur poser des questions juridiques. Et du coup, on était allé poser une question par rapport à un changement de prénom qui a été refusé à un enfant. La juriste sur qui on est tombé nous a dit « Bah oui, parce qu'il est trop jeune ».
Et en fait, légalement, ça, c'est pas recevable. Parce qu'on peut changer de prénom à n'importe quel moment de sa vie. Nous avons le maximum de une fois par an. Donc tous les ans, on peut changer de prénom si on veut. Légalement, oui. Légalement. Et il n'y a pas de restriction d'âge. Donc à partir de ces 1 an, si les parents le veulent, ils peuvent changer le prénom de leurs enfants. Et oui, et dans le cas des mineurs, du coup, il faut l'accord parental. Ce qui fait quand même un peu qui rentre dans l'adultisme. Mais du coup, là, c'est... Bah oui, en fait, l'enfant est trop jeune parce que c'est un enfant qui a moins de 10 ans et donc on estime que cet enfant, et aussi ses parents, parce que ses parents l'accompagnent quand même dans cette... ne sont pas des gens responsables de vouloir changer le prénom de leur enfant, alors que ça lui emmène de la transphobie, parce que ça veut dire qu'il est forcément outé en classe, etc. Et ça, en fait, ils l'entendent pas. Ils sont en mode, bah non, juste, il est trop jeune. Et ça, c'est purement de l'adultisme et mélangé à de la transphobie aussi, parce que, enfin, ce serait peut-être un enfant 6, ça se passerait différemment, quoi. Oui, on peut prendre l'exemple parfait des bloqueurs du puberté qui sont déjà prescrits depuis, je ne sais même plus depuis quand, mais depuis des décennies, à des enfants cisgenres. Dans le cadre d'une puberté précoce, par exemple, les bloqueurs de puberté sont en réalité des ralentisseurs de puberté qui viennent mettre en pause pour un temps donné la puberté et qui redémarrent normalement telle qu'elle était prévue à l'instant T où on arrête les bloqueurs de puberté. Donc c'est quelque chose qui est assez diabolisé dans les médias, les bloqueurs de puberté, mais en réalité, en impact médical, c'est extrêmement dangereux parce qu'extrêmement bénéfique. En fait, c'est juste purement bénéfique. Ça permet à des jeunes d'avoir le temps de réfléchir, de vivre leurs identités et de choisir plus tard. Et en fait, ces bloqueurs-là sont prescrits à des enfants cisgenres avec très peu de difficultés, là où pour un enfant trans, on doit passer par un parcours qui s'appelle notamment le TJT, la trajectoire jeune trans, qui est en fait un comité de médecins pluridisciplinaire exactement, basé à Paris, ce qui fait qu'il y a un accès aux soins qui est très très difficile. Typiquement, quand un jeune vient nous voir à Toulouse pour avoir des accès à des bloqueurs de puberté, on doit monter un dossier avec le TJT à Paris, organiser un déplacement de la famille et du jeune plusieurs fois dans l'année pour des rendez-vous médicaux réguliers, ça coûte des sous. Et surtout, c'est très contraignant et en général, ces médecins jouent le jeu de la montre, à savoir faire attendre on en parlera au prochain rendez-vous. Et le prochain rendez-vous, on refait un point. Et on se dit qu'on en reparle dans 6 mois. Et en fait, régulièrement, on se retrouve face à des jeunes qui ne sont plus jeunes, en fait, au moment où on finit par leur dire en fait, maintenant, vous êtes majeur, donc vous allez prendre la décision vous-même. Et navré, mais on n'aura pas pu vous accompagner pendant votre adolescence. Et nous, c'est ce qu'on essaye à tout prix d'éviter à l'EM2T en prenant le plus rapidement en charge dès que possible ces jeunes et pas les laisser sans soins. Et après aussi, il faut savoir que les bloqueurs de puberté, ils peuvent se mettre entre guillemets, le début peut se lancer que sur une certaine période. Et du coup, c'est au stade 2 de Tanner, mais j'imagine que les gens ne savent pas ce que c'est le stade 2 de Tanner. Ça correspond à une étape dans la puberté au niveau du développement des caractéristiques sexuelles secondaires. Ouais, au tout début en fait, quand il y a les premiers changements, là en fait, en gros, il n'y a même pas 1 an techniquement, je crois, pour réagir. Ouais. Donc c'est très court comme période, sachant qu'on parle de médical, donc les rendez-vous, tout ça, les analyses. Et ouais, du coup, il y a quelques mois pour potentiellement mettre le jeune sous bloqueur. Et si on est hors de ces délais, faut attendre que le mineur ait une puberté clairement assez avancée pour pouvoir lui mettre des hormones de substitution. Okay. Donc c'est une fenêtre en fait à pas louper. Et il n'y a pas d'âge pour commencer les bloqueurs, c'est vraiment sur c'est biologique et ça dépend de la personne. En fait, le début de ta puberté, ça n'a pas commencé. Il y en a c'est 10 ans, il y en a c'est 12, il y en a c'est 14. Et ça
voilà. Ça, c'est complètement médical et en fait, c'est une analyse sanguine. C'est purement factuel, c'est une analyse de sang et une observation clinique. Et quand on entend dans les médias qu'on prescrit à tout va des bloqueurs de puberté à des jeunes trans, non, ce n'est pas vrai. Il y a un délai à respecter, c'est très encadré médicalement. Et par contre, ça a des effets très très positifs. Toutes les études le montrent. Ça réduit le taux de suicide de, je ne sais même plus quel chiffre, mais c'est énorme chez les jeunes trans. Ça limite les risques de dépression, ça limite les risques d'exposition à des traumas, à des violences intrafamiliales, intrascolaires. Ça facilite l'accès à la scolarité, ça facilite l'accès à l'emploi. Enfin voilà, c'est que des effets positifs finalement. Mais voilà, c'est une fenêtre de tir qui est importante à prendre en charge dès que possible et c'est un peu notre cœur d'activité, de mission à l'EM2T, c'est accompagner les jeunes à ce moment crucial de leur développement en fait. C'est vraiment génial parce que dans un moment donné où elles peuvent rencontrer des difficultés, vous êtes là aussi pour leur apporter de la reconnaissance dans leur identité et du soutien. Et moi, je trouve ça vraiment crucial alors que les politiques publiques et même le corps médical et beaucoup de personnes vont leur faire obstacle et vont leur renvoyer une image et décider à leur place. Donc c'est vraiment hyper précieux ce que vous faites. Merci. Ça m'a tellement touchée. Oui, moi aussi. On va faire une petite pause musicale et on va se mettre du baume au cœur avec Grâce et Volupté Van Van, un duo queer issu de la scène DIY toulousaine. Depuis plus de 10 ans, leur musique est traversée par des influences eurodance, rap et punk mixées à la sauce des brouilles. Des textes ciselés, intimes et engagés. On va écouter le morceau Passer l'orage qui nous parle de santé mentale, d'amitié, de soutien et finalement de soins communautaires. Depuis qu'il est mort, la gueule tachée, ça marque le corps, je suis dépassé, indélébile dans la mémoire, ça éclabousse dans le miroir. Ça fait longtemps que je suis pas sortie, c'est pas ma faute, j'ai plus d'envie. Un jour sur deux, envie de crever, un jour sur deux, j'ai picolé. Je dirais jamais que c'était mieux avant, même si je me branle les plus souvent. Un petit cœur, et ça suffit, pas sûr d'aller au bout de cette vie. Je ferai pas ça deux fois, ni en baleine, ni en chat, ni en punaise, ni en rat, ni en marlène, ni en chiapa. Tu sais, après 2024, il y a 2025. Comment on fait pour aller mieux? Toujours qu'on voit pas le bout. C'est un peu ça d'aller pas bien. Les gens heureux, c'est eux les fous. Les larmes qui coulent à flot. Les yeux vitreux, c'est beau sur les photos. Je te soutiendrai que ce soit avant, pendant, après. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Je t'en dirai rien, je te donnerai mon rein, mon oreiller, mon temps ou mes deux seins. Je serai là pour toi jusqu'à la fin. S'il te plaît, je meurs avant toi. Je supporterai pas le monde sans toi. Même sous-marine, on luttera bien. Accroche-toi à moi, la surface est pas loin. On regardera ensemble passer l'orage. On comparera nos peaux qui prennent de l'âge. Pour aller mieux, lever la tête, c'est épuisant. T'as oublié qu'on est nombreux. Le second degré, c'est étouffant. Ça sauve la vie d'être pas sérieux. Je dois te dire, mon ami, que je fais une dépression. J'espère que tu fais pas exprès pour en faire une chanson. Lâche la culpa, t'as bien raison. On a peu de pause dans l'oppression, mais je te promets des jours meilleurs. Je deviens mystique ce soir. Je m'accroche à toi, j'oublie mes peurs. Passer l'orage, passer l'orage. On va se mettre bien, l'air de rien. On fera chier le monde jusqu'à la fin.
On est de retour dans les studios de Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer, où aujourd'hui on aborde la thématique du soin communautaire avec l'asso EM2T et Clarté. Donc avant la pause musicale, on a parlé un peu des défis que rencontrait l'asso EM2T, et on va laisser la parole à Clarté si elles veulent nous partager leurs défis. Nos défis, comme toutes les associations en France, c'est pas une surprise, hein, c'est le financement, l'accès matériel à des lieux pérennes où on peut faire nos activités, à des financements qui nous permettent de s'ancrer sur la durée. Ça, c'est vraiment un enjeu de taille, mais on n'est pas les seuls concernés. En tant qu'asso par et pour des personnes trans, il y a un enjeu aussi, c'est l'épuisement militant qui est doublé de la transphobie quotidienne qu'on peut rencontrer tous, et qui fait aussi qu'on, Poppy l'a dit en début d'émission, il y a eu beaucoup de turnover à Clarté, donc là on a un noyau qui se stabilise et on espère que ça va durer, mais il faut entendre que c'est une réalité dans de nombreux assos queer et particulièrement trans ou de collectifs. C'est cet épuisement militant qui est aussi issu de la transphobie qu'on vit et des oppressions systémiques qu'on vit par ailleurs, et qui fait qu'on n'a pas toujours l'énergie de s'investir comme on le voudrait. Voilà, je pense que c'est les principaux défis auxquels on est confronté. On n'a aussi pas forcément accès au savoir-faire qui permettent de faire tourner une asso. Donc c'est très empirique, on apprend beaucoup sur le tas. Alors ça pourrait être une cause indirecte de la transphobie parce que du coup, il y a des métiers auxquels on n'a pas accès, il y a des connaissances auxquelles on n'a pas accès par la transphobie, mais c'est le choix d'avoir fait une asso qui est gérée que par des personnes trans. Ça fait aussi que du coup on fait avec les savoirs des personnes en question. Et du coup, on n'a pas forcément une comptable trans ou un comptable ou un juriste. Il n'y a pas forcément des personnes concernées qui vont pouvoir nous aider sur des accès à des connaissances spécifiques. Et donc, du coup, ça nécessite d'apprendre par soi-même. Ça nécessite de faire fonctionner l'intracommunautaire aussi et les savoirs intracommunautaires. Mais des fois, on va buter justement sur des choses parce que... typiquement, nous, on rêve d'avoir des médecins généralistes trans, des chirurgiens trans, d'avoir accès aussi à tout ça, mais pour ça, il faudrait que des personnes puissent tenir des cursus scolaires. On en plaisante, mais à Clarté, on se dit que des fois, on aimerait faire un sponsoring comme ça. On se dit, on monte une équipe de 4-5 personnes et on fait grimper quelqu'un en école de médecine. Et puis ça veut dire qu'il faut faire du soutien, quoi. Il faut de l'aide aux devoirs, il faut du soutien moral, il faut limite faire ses courses et lui faire à manger pour que la personne puisse être focale sur son truc. Parce qu'en fait, arriver à des parcours de réussite tout en faisant une transition, ça coupe énormément de possibilités, quoi. Donc du coup il y a ces difficultés là aussi, quoi. Faire avec c'est très chouette le do it yourself, mais ça a ses limites, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on recrute. On cherche des personnes trans et ou non-binaires qui ont des compétences diverses et variées. Ou pas de compétences, mais qui ont envie d'apprendre avec nous, notamment sur le pôle juridique, le pôle santé, le pôle com aussi. On cherche des gens pour nous aider à faire la com. Comment est-ce qu'on pourrait réduire la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes trans ? Peut-être, c'est ce qu'on dit régulièrement quand on parle de lutte trans, c'est un peu le b.a.-ba, mais de la représentation de qualité faite par des personnes trans, ou du moins que les personnes trans soient consultées quand il y a une série, un livre, un film qui sort, qui concerne les personnes trans, que systématiquement ces personnes soient consultées pour que les vécus représentés soient les plus fidèles possibles, les plus diverses possibles, puisqu'en général les histoires qui réussissent à sortir sont les histoires qui confortent les personnes cisgenres dans leur imaginaire de ce qu'est une personne trans. Donc on se retrouve avec une représentation très très binaire de ce qu'est la transidentité. On manque de représentations plus diverses de personnes racisées trans, de personnes handi-trans, de personnes non-binaires trans, entre autres. Et voilà, le fait d'avoir une représentation de qualité et diverse permet d'éduquer, en fait, au sein d'une société, et donc
par ce fait limiter le risque d'oppression, puisque quand on connaît quelque chose, on en a moins peur. Première étape. Et pour compléter ce que tu viens de dire, Jules, c'est à mon sens pour lutter contre la transphobie, il faut aussi lutter contre le racisme, contre le sexisme, contre le validisme. Parce qu'en fait, la transphobie, elle s'exerce pas de la même manière en fonction de qui on est socialement par ailleurs et des oppressions systémiques qu'on peut subir ou des privilèges dont on peut bénéficier. Et à ce sujet, j'aimerais citer Joao Gabriel, qui est une personne fabuleuse et qui écrit notamment, c'est un historien guadeloupéen qui écrit pas mal sur la décolonisation et la colonisation, et il écrit aussi sur ce que c'est que de devenir un homme noir et de faire un parcours de transition quand on est une personne noire, qui est pas tout à fait la même chose que quand on est une personne blanche. Et aussi les parcours de transition transmasculin et transféminin sont assez différents malgré tout et amènent pas aux mêmes conséquences sociales. Et voilà, ça il faut le prendre en compte, et du coup le prendre en compte, ça veut dire aussi avoir une attention au sein de nos communautés trans à faire à lutter contre le racisme, à lutter contre le sexisme, parce que la lutte contre le sexisme, ça permet de lutter contre la transmisogynie particulièrement, et lutter contre le validisme aussi. Quel message vous aimeriez transmettre aux personnes qui nous écoutent et qui en souhaitent en savoir plus sur les enjeux qu'on connaît, sur les enjeux transgenres ou de la communauté Pour les personnes cis, renseignez-vous en fait, faites le taf. Il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui en termes de documentation, en termes de représentation. C'est pas forcément exceptionnel, mais de toute façon les représentations, ça donne bonne conscience souvent aux personnes qui les mettent en place, de donner une impression d'inclusivité et que ça y est, la société elle a évolué, alors qu'en fait matériellement les personnes restent dans la merde et ça change rien. Ça fait des années qu'on représente des personnes racisées à l'écran, ça change pas les conditions matérielles des personnes racisées. On n'a pas beaucoup d'espoir de ce côté-là, enfin c'est mon avis. Je trouve que la représentation, c'est un peu une espèce de... C'est intéressant à un niveau individuel parce que ça permet de se trouver et de se reconnaître quelque part. Mais en termes d'effets réels sur les changements de société, ça vient parce qu'à un moment donné, on vient la bousculer et parce qu'on vient changer les conditions matérielles des personnes, quoi. Donc du coup, les personnes cis, en fait, il y a des efforts en fait à aller fournir. Ça nécessite aussi d'accepter de perdre certains privilèges, en fait, tout simplement, pour que d'autres puissent en obtenir. Et qu'en fait, il faut qu'on arrête avec ce discours qui est que oui, c'est vachement mieux pour tout le monde si les personnes trans obtiennent plus de droits, si les personnes racisées obtiennent plus de droits, si les femmes obtiennent plus de droits. En fait, non, il y aura forcément des personnes qui vont avoir à y perdre dans tout ça, mais c'est ok en fait de perdre des privilèges pour que d'autres puissent en obtenir. Ce qu'on essaye de faire, c'est pas que... Donc du coup, voilà, il y a ce truc-là un petit peu. Puis pour les personnes trans, essayer de rejoindre des groupes de parole, essayer de rejoindre des collectifs, des assos. Restez pas seul, surtout, parce que la solitude, c'est vraiment... le sentiment de solitude, il est déjà très permanent, enfin très, très présent quand on fait son parcours de transition. Mais soyons seuls à plusieurs, quoi. C'est trop beau. Moi, j'ai un truc à rajouter peut-être. Je sais pas si ça rentre vraiment dans cette question, mais de faire tourner les assos / collectifs orga local. Parce que sur les réseaux, principalement Instagram, on entend toujours parler des orgas parisiennes, parce que nous sommes en France et que tout est parisiano-centré. et on dirait qu'il se passe un peu rien en dehors. Et alors que, si, en fait, il y a des orgas dans plein de villes qui potentiellement se déplacent aussi. Dans les campagnes, genre nous, M2T, on va à la campagne faire plein de choses. Notamment en Ariège et dans le Tarn. Ouais, exactement. Et donc ouais, on se déplace et en fait faut regarder ce qui se passe et comment on peut aider sa commune ou ses proches si on est une personne cis localement en fait, que qu'on puisse avoir je sais pas, un petit pouvoir, je sais pas comment dire ça, dans son lieu de vie, quoi. Et si vous êtes cis, n'hésitez pas à donner de l'argent. Si vous avez les thunes. Parce
qu'évidemment, si. Voilà. Voilà, je sais pas trop si ça répond à cette question ou si c'est hors sujet, mais Là, ça répond carrément à je cette tenais à le dire. Moi, je veux bien ajouter quelque chose, et c'est une note un peu positive. Pour les personnes qui nous écoutent, qu'elles soient trans ou cis, moi j'aime bien cette phrase de Lorraine Marx, qui est une autrice et metteuse en scène trans, qui dit que la transition c'est aussi beaucoup de joie et qu'on a tendance à l'oublier parce que effectivement la transphobie prend tellement de place dans nos vies que c'est important d'en parler, de lutter contre ça, mais il faut aussi se rappeler que entamer un parcours de transition et du coup l'autodétermination, pouvoir explorer le genre et les frontières du genre, c'est vraiment source de beaucoup de joie à plein d'endroits dans la vie. Et du coup, si vous êtes des personnes cis qui avaient des proches ou allez rencontrer des proches trans dans votre vie, n'ayez pas peur en fait. Enfin, c'est plutôt chouette de transitionner. Et ce que vous pouvez faire en tant qu'allié, c'est communiquer et faire en sorte que les personnes qui choisissent ces parcours de transition puissent vivre cette joie. Ouais, merci. On va arriver à la fin de l'émission, donc une dernière petite question pour vous. Comment les auditeuristes peuvent-ils et elles rester informés de vos activités et événements à venir? Principalement par Instagram. Ouais, Instagram. Techniquement, nous avons un Facebook. Bon, il est pas très actif. Pas très actif. Suivez-nous plutôt sur Instagram. C'est quoi votre Insta? Eh ben, c'est espace mineur Trans Toulouse. Normalement, en cherchant ça, on le on trouve. Même juste M2T. T'as vu comment on est hyper pro? Je ne capte pas ici. Espace transmineur Toulouse sur Insta. Espace mineur trans Toulouse. Ok. C'est ça. Ouais. Principalement ça. Ouais, sinon, venez restez aux informés. Venez aux permanences si vous êtes... Si vous êtes déjà au courant de... Et aussi, on a une mailing list qui peut être demandée. Enfin, il faut nous envoyer un mail sur rencontre enfants-parents, je crois, gmail.com. Et voilà, on a une mailing list. Bon, généralement, on diffuse plutôt nos prochaines permanences, etc. Mais si on est sur des événements... bon, voilà. Si vous n'êtes pas spécialement sur Insta, c'est aussi une possibilité. Pour l'adresse mail, c'est rencontre avec un S, point, enfant avec un S, parents avec un S, tout collé, @gmail.com. Voilà, donc si quelqu'un n'a pas Insta mais souhaite prendre contact avec nous, ça va être principalement par ce biais-là. Et on est plusieurs à répondre sur cette boîte. Super, merci. Clarté. On a un Insta, effectivement, qui est à Clarté. On a un Hello Asso. On peut nous contacter par mail à clar.t.contact@gmail.com. Et après, selon les pôles spécifiques, on a des adresses mail aussi. Donc il y a un mail pour le pôle social, il y en a un pour le pôle santé, mais tout ça, on le retrouve sur le Hello Asso normalement et sur l'Instagram. On essaye. Puis il y a un site qui est en préparation. Alors c'est un peu l'Arlésienne, mais il est censé arriver l'année prochaine si tout se passe bien. Et là, on aura vraiment toutes les infos réunies. Et puis sinon, pour se tenir au courant des événements sur les journées du soin communautaire, on a l'Instagram des journées du soin communautaire et on a également un site qui a été monté, donc qui est à Journée du soin communautaire Toulouse, où il y a un peu tout le programme et toute l'explication de pourquoi tout ça. Oui, et la semaine n'est pas du tout terminée, il y a encore plein de choses qui vont se passer. Oui, et notamment donc Claire, qui est notre régisseuse radio, et aller interviewer Sarah Hassenforder la semaine dernière. Donc c'est sur sa pièce Pépite, qui est sortie aux éditions Blast en 2024, qui est illustrée en couverture par Justine Thévenin. Pépite narre la rencontre de deux jeunes femmes qui deviennent colocataires. Dans ce huis clos temporaire se déploient leurs questionnements, leurs relations et leur colère. Face à une société contemporaine que l'on pourrait déjà qualifier de dystopique, Rina et Saskia éprouvent le quotidien dans ce qu'il y a de plus trivial, mais aussi de plus précieux. Leur amitié et leur amour sont des remparts face à la brutalité du monde et l'angoisse permanente générée par ce dernier. Il est question d'adelphité, de soins, de creuser une place vivable et de jeunesse indignée face à une époque marquée par la violence et l'envie révolutionnaire de construire un autre monde que tant espère.
Voilà, un immense merci à nos invités de l'EM2T, Thaïs et Jules, et à Clarté, Pio et Poppy. Merci pour les partages d'expériences et vos savoirs sur ces questions-là. Pour rappel, mais vous l'avez déjà dit, mais on le redit, les journées du soin communautaire ont commencé le 16 novembre et se terminent le 23 novembre à l'espace des diversités de la laïcité et au moteur, en fait à plein d'espaces différents. Partout. Allez voir le programme, il y a plein de choses qui se passent. Voilà. L'EM2T propose des permanences rencontres parents, enfants, ados, trans, non-binaires ou en questionnement une fois par mois. Et Clarté propose également des permanences mensuelles en rendez-vous individuel ou en temps collectif convivial pour du soutien administratif, de l'autodéfense juridique et administrative contre la transphobie. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leurs réseaux sociaux ou leur Hello Asso. Notre prochaine émission aura lieu le 16 décembre et portera sur la famille. Faire famille. Comment les personnes queer réinventent les modèles familiaux et de parentalité queer. Merci pour votre écoute, merci à Claire à la régie et merci à Clarté et à l'EM2T pour votre participation. Merci à Canal Sud pour cette belle opportunité de venir vous conter nos queerités. Nous allons vous quitter en musique avec Rock et Dudu. Évoluant ensemble sur les scènes queer et militantes, Rock et Dudu propose un set aux influences éclectiques, allant du rap actuel à l'électropop, du punk à la techno. S'y mélangeant des textes engagés, sombres, émo et toujours plus revendicatifs. Sur des prods efficaces, invitant à danser sur nos rages et les blessures que leur monde de merde nous inflige. C'est le morceau Tout cassé. Merci et à dans un mois. Merci. Cherche pas l'amour dans le papier. Y'aura jamais assez. Y'a trop de sang sur leur billet. Moi je leur laisse. Ça en faut, ça contrôle, ça encaisse. On apparat encore, on a même graillé la laisse. Ils nous enterrent, ça nous blesse. Pendant que nos potos dorment dehors, eux comptent les espèces. Je joue gros bluff, je fais du cinéma. Je suis pas un guerrier, je suis pas xéna. Pillé, vanish comme un cancre là. Fight back comme si j'étais sûr de moi. Dehors c'est des mirages et moi je rage beaucoup. On grimpe pas les étages, gros gros gros. Dehors c'est que carnage, à quoi ils jouent. On encaisse que les dommages, ils sont tout. Dehors c'est des mirages et moi je rage beaucoup. Dehors c'est que carnage, à quoi ils jouent. Ouais, tout cassé. J'ai tout cassé, ouais. Peut-être que je retrouverai l'envie. Tout cassé, ouais. Une bonne raison de sortir du lit. Tout cassé, hein. Brûler la prison, un peu de poésie. J'ai tout cassé, ouais. Oh là là, la 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 la. C'est pas que l'hiver, mais je vois plus le soleil. J'ai la même gueule qu'hier, je crois que j'ai besoin de sommeil. J'espère que mes murs ont pas d'oreilles, qui m'entendent sans autotune. Et c'est pire quand je fais allez, ils comptent le temps, ça me met mal à l'aise. On sait qui bosse, qui ramasse, c'est comme à l'envers. C'est debout on gueule, ils entendent les parenthèses, mais on se laisse pas faire. Et nous on aime quand ça zone, on pense qu'à balayer. Y'a tout leur place dans les urnes, moi j'y vois pas d'alliés. Serré dans le trône, ou sur le damier. Y'a peu d'hasard dans le dos, me demande pas de parier. Et là j'entends la 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 devant la télé. La 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 la. J'écoute plus rien, j'fais des la 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 la. Oh la 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 la. J'ai tout cassé, ouais. Peut-être que je retrouverai l'envie. Tout cassé, ouais. Une bonne raison de sortir du lit. Tout cassé, hein. Brûler la prison, un peu de poésie. J'ai tout cassé, ouais. Ouais, tout cassé. J'ai tout cassé, ouais. Peut-être que je retrouverai l'envie. Tout cassé, ouais. Une bonne raison de sortir du lit. Tout cassé, hein. Brûler la prison, un peu de poésie. J'ai tout cassé.